de présider cette cérémonie aujourd'hui au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République. Cérémonie extrêmement importante puisqu'elle consacre le lancement du Forum PI Sénégal 2025 qui verra son apothéose certainement, Monsieur le Directeur général de l'APIX, au mois d'octobre. Je voudrais, à l'entame de mon propos, pour avoir été pendant 1 an à la tête du gouvernement du Sénégal, rassurer les Sénégalais que le Sénégal continue à être ce pays qui présente énormément d'intérêt pour les investisseurs de tous ordres. D'abord, pour les investisseurs nationaux, qui évidemment nourrissent le même sens patriotique que nous tous et considèrent que l'essentiel de leur activité doit partir du Sénégal et pour aller plus tard à la conquête de la sous-région, de l'Afrique et du monde, mais également les investisseurs internationaux. J'en ai reçu énormément ces 12 derniers mois, venant de tous les continents, de toutes les nationalités, et qui sont venus réitérer leur intérêt pour le Sénégal, qui est ce pays de l'Afrique de l'Ouest qui présente un certain nombre d'atouts qui ont été largement présentés aujourd'hui par les présentateurs. Je voudrais faire un petit état des lieux. Le Sénégal, sous le magistère de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye, a fait le choix de la transparence, a fait le choix de la gestion saine, rigoureuse, basée sur l'intégrité des hommes et la transparence dans la communication des chiffres et des faits. Cela a commencé évidemment par un état des lieux, l'audit des finances publiques, qui malheureusement pour notre pays a révélé les résultats que vous connaissez tous. Une dette qui était de 20 points supérieure à ce qui était annoncé et un déficit de plus de 10 points par rapport aux chiffres qui étaient initialement annoncés. L'ex-ministre secrétaire général du gouvernement, aujourd'hui ministre d'État chargé du suivi du pilotage, l'a rappelé. Nous aurions pu, comme les régimes passés, faire la politique d'Autriche, cacher ces chiffres et continuer ce qui a été fait jusqu'à présent. Mais le gouvernement, sous la houlette du président Bassirou Diomaye Faye, a choisi l'exercice de vérité, tout en mesurant toutes les conséquences que nous vivons jusqu'à présent. Mais comme dit l'adage, c'est le difficile qui est le chemin. Soit nous continuons dans la facilité, ou alors pour partir sur de nouvelles bases saines, pour pouvoir impulser définitivement un développement que les Sénégalais attendent depuis très longtemps. Le choix a été vite fait. Nous avons choisi de partir sur cette nouvelle base. Nous en assumons les conséquences. Le programme avec certains bailleurs multilatéraux et particulièrement le Fonds monétaire international a été suspendu depuis 1 an. Depuis 1 an, aucun décaissement n'a été fait au profit du Sénégal, mais le Sénégal est encore debout. C'est un message très fort. C'est un message très fort que nous devons décrypter. Nous avons les capacités et les moyens de compter d'abord et principalement sur nous-mêmes. Nous n'avons pas encore impulsé toutes les mesures d'accompagnement et très prochainement, je présenterai au nom du gouvernement le plan de relance. Beaucoup d'idées ont été émises ici de la part de certains intervenants, sont prises en compte par ce plan de relance, notamment sur les paradigmes du financement de notre développement. Notre combat politique pendant 10 ans a été de dire que le développement doit être d'abord et surtout endogène, dans son financement, dans ses déclinaisons, mais également dans la participation citoyenne. C'est aujourd'hui ces idées que nous expérimentons. Et je dirais que cela n'exclut pas la possibilité ultérieurement
de trouver un accord avec tous les partenaires parce que rien ne peut justifier aujourd'hui que ces accords ne se fassent pas, si ce ne sont des considérations politiques et qui seraient liées certainement à notre volonté d'assumer notre souveraineté. Il est temps que nous puissions y voir clair parce qu'à chaque fois que des pays africains ont émis cette volonté d'assumer une souveraineté qui a été le socle du développement de tous les pays qui sont sortis du sous-développement jusqu'à présent, évidemment, nous savons comment ça se passe généralement. Aujourd'hui, il est temps que les discours rejoignent les actes qui sont posés ou les actes rejoignent les discours qui sont prononcés. Et le Sénégal doit être accompagné parce que l'exercice auquel nous sommes livrés fait du Sénégal un laboratoire qui doit inspirer tous les pays, particulièrement d'Afrique, pour les pousser à se livrer aux mêmes exercices et pour que chaque pays puisse partir sur de nouvelles bases. Nous avons également pris le temps de concevoir un référentiel qui est salué aujourd'hui par tout le monde, d'abord au niveau national, par tous les acteurs, société civile, secteur privé, tous les secteurs socio-professionnels, mais le citoyen lambda, mais également un référentiel qui a été plébiscité quasiment par tous nos partenaires, bilatéraux comme multilatéraux, qui considèrent qu'il s'agit d'un bon document qui, s'il est appliqué, pourrait permettre de faire des bons qualitatifs dans l'intervalle de 25 ans qui a été fixé. Et comme l'a rappelé tout à l'heure M. le ministre secrétaire général du gouvernement, pour pouvoir être au service des populations, notamment en nous sortant de l'extrême pauvreté et de la pauvreté pour la grande majorité de cette population. C'est le lieu de féliciter tous ceux qui ont participé à la conception de ce référentiel, qui a été fait par l'expertise sénégalaise, exclusivement par l'expertise sénégalaise, publique, à travers mes collaborateurs au niveau de la primature, sous la houlette de M. Alaminoulo, mais également privé, et c'est lieu de féliciter également le cabinet performance de M. Victor Ndiaye, qui ont travaillé à élaborer ce document. Il nous faut maintenant passer à l'application. Et le secteur privé revêt une importance capitale dans tout ce qu'on fait. Ce n'est pas seulement un slogan, et tous les actes qui ont été posés jusqu'à présent l'ont été avec la participation inclusive de ce secteur privé. Le Sénégal est attrayant. Je n'ai pas besoin de revenir sur tout ce qui a été dit. Il est plus qu'attrayant de par sa position géographique, sa stabilité politique, sa sécurité dans tout son espace, en tout cas à l'intérieur de ses frontières. Il est attrayant par sa démographie qui doit être transformée en dividende et non pas en risque ou en charge. Cela passe par la formation de nos jeunes, cela passe par la bonne gouvernance qui permette de replacer les citoyens au cœur des préoccupations de l'action publique, mais également au cœur de l'action du secteur privé. Et c'est pourquoi l'option qui a été retenue, ce n'est pas de continuer à insister sur nos atouts, c'est également de lever les derniers risques ou des facteurs de risque. Le risque sécuritaire ne se pose pas par rapport à ce pays. Nous sommes très solidaires de tous nos voisins qui sont confrontés aujourd'hui à ces problèmes sécuritaires, mais nous continuons d'arrache-pied à travailler, à renforcer les capacités sécuritaires de ce pays, de sorte qu'aucune menace ne puisse venir perturber la stabilité de nos concitoyens, mais également des étrangers qui vivent dans ce pays. Le risque politique n'existe pas au Sénégal, mais il est l'un des rares parce que souvent à l'approche d'élections, c'est les rares moments où il y a quand même des remous au Sénégal et un peu d'instabilité. Je l'ai dit et je le redis, le Sénégal n'a pas de problème politique puisque ces remous ont jusqu'à présent été relativement contenus
ont permis de continuer à avoir des alternances démocratiques au Sénégal, ce qui peut paraître un exploit dans le contexte que nous connaissons en Afrique généralement. Donc il n'y a pas de risque politique. Et la seule priorité du Sénégal, comme je l'ai dit l'autre jour, doit être économique. Le président de la République l'a rappelé lors de son interview du 3 avril, je crois. Il a été le premier à dire en langue wolof que le Sénégal n'a pas de problème politique majeur. Et je l'ai redit dernièrement lors du lancement d'un programme de financement des jeunes et des femmes. Cela ne veut pas dire pour autant qu'on n'anticipera pas, parce que le climat politique, ce n'est pas un long fleuve dressé pour le sommet, comme on dit. Toutes les nations ont besoin de se réinventer régulièrement et progressivement. Et c'est ce qui a justifié certainement que le président ait convoqué un dialogue politique, parce que dans notre entendement, il n'est plus question que les élections soient des facteurs de tension dans ce pays. Nous allons avoir désormais des élections les plus transparentes, les plus libres, les plus inclusives, avec des autorités totalement autonomes pour être équidistantes et pouvoir arbitrer dans la plus grande transparence les joutes politiques. Les risques de gouvernance, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le ministre d'État l'a rappelé aujourd'hui, c'est le fondement de notre combat politique. À la limite, lorsque nous avons démarré notre action politique, d'aucuns nous considéraient comme des lanceurs d'alerte. Nous avons été les premiers à poser un certain nombre de débats sur la fiscalité, sur la gestion des ressources naturelles, le pétrole, le gaz, sur beaucoup d'autres aspects, les marchés publics. Et c'est pourquoi cette problématique reste au cœur de notre action aujourd'hui. Elle ne se déroule pas sous la forme, comme certains ont voulu le dire, d'une traque à l'opposant ou d'un règlement de compte. Il n'y a pas de compte à régler ici. C'est simplement une exigence à la fois étatique, administrative, mais également simplement citoyenne, une forte demande que ceux qui ont eu à gérer, à exercer les responsabilités publiques puissent rendre compte, et ça se passe comme ça dans tout pays qui se respecte. Nous qui sommes aujourd'hui dans cet exercice, nous serons évalués, même avant la fin de notre mandat. Après la fin des mandats, le même exercice continuera à être livré et les conclusions seront traitées de la même manière. Un pays ne se gère pas dans l'opacité et le bien public doit revenir au public et non pas à des intérêts privés. Et nous continuons à dire ce qui a fondé la création de notre parti, le travail, parce que c'est le patriotisme d'abord, le travail et l'éthique continuent à être au cœur de notre action gouvernementale. J'ai parlé tout à l'heure de l'héritage financier qui, en soi, parce que nous aurions décollé depuis longtemps si on n'avait pas trouvé cette situation dont nous avons hérité. Mais nous ne sommes pas là pour nous plaindre. Les problèmes sont là pour être surmontés, surtout quand vous avez bénéficié d'un mandat du peuple sénégalais. Les défis. Nous avons énormément de défis et le défi globalement du climat des affaires, qui est déjà très bon, il faut qu'on le dise, mais il faut qu'il évolue. Et c'est pourquoi nous allons impulser un certain nombre de réformes. La réforme du Code général des impôts, pour la première fois, comme l'a rappelé M. Lam, elle est impulsée à partir de ce niveau politique. Parce que pour nous, les réformes doivent s'inspirer d'une vision politique. L'aspect technique vient en après. Et c'est pourquoi nous allons nous-mêmes superviser toutes les réformes. La réforme du Code général des impôts, qui est une réforme importante, celle du Code des douanes, parce que tout à l'heure, M. le représentant du patronat a parlé des aspects répressifs des codes, mais il n'a pas parlé des aspects permissifs également de ces mêmes codes. Et c'est pourquoi il faut qu'on revoie beaucoup de choses. Le DG de la PIX a dit que le secteur privé ne demande plus des exonérations, en tout cas sous certains formats. Je suis tout à fait d'accord, parce que ce pays a eu également
C'est vrai, des codes assez permissifs qui permettaient d'arrêter à tour de bras, par exemple, assez répressifs du moins, mais également il y a eu des codes très permissifs qui nous ont fait perdre énormément. Vous ne pouvez pas imaginer que dans des secteurs productifs, extractifs, tels que les secteurs miniers, les cimenteries, etc., qu'en phase d'exploitation, sur 20 ans, 25 ans, 30 ans, les entreprises puissent continuer à bénéficier d'exonération. C'est des centaines de milliards qui ont été compromis et qui auraient pu valablement renforcer les capacités d'action de l'État. La réforme foncière, qui me semble être l'une des plus importantes et dont on parle très peu. Et nous sommes en train de figer les termes de référence. Je crois que pour les acteurs privés, le régime foncier est évidemment extrêmement important, en ce que ça permet la possession, ça permet également de pouvoir traiter avec des institutions financières. La territorialisation des politiques publiques. Ce qui a été présenté ici à l'APIX ne sort pas du triangle Dakar-Mbour-Thiès en réalité, qui peut-être fait moins de 5% du territoire national. Beaucoup de choses ont été faites, mais sont restées concentrées dans presque la presqu'île du Cap-Vert et un peu sur la région de Thiès. Évidemment, notre préoccupation, c'est de pouvoir beaucoup plus travailler à la territorialisation pour pouvoir figer les populations chez elles et mettre un terme à l'exode rural, mais surtout créer les conditions de l'épanouissement des Sénégalais là où ils sont et mettre les éléments là où la production se fait réellement. La production agricole, la production minière, la production... Je crois que dans les statistiques, il était établi que théoriquement, le pôle sur les 8 pôles, le pôle qui avait théoriquement le PIB par d'habitants le plus élevé, c'est le pôle sud-est, à cause des secteurs extractifs, le secteur minier et la faible densité au kilomètre carré. Mais en réalité, c'est le pôle le plus pauvre du Sénégal. Le plus fort taux de pauvreté du Sénégal se trouve dans ce pôle. Ça veut dire qu'il y a un problème sérieux. Et la territorialisation, couplée à nos options très fermes de maintenir la production au Sénégal. Production, extraction agricole ou toute autre production halieutique, mais de pouvoir transformer ici, dans ce pays. Cette option, elle est irrévocable. Nous sommes très ouverts et nous continuons à appeler nos partenaires, comme l'a dit tantôt l'un des présentateurs, le Sénégal n'est qu'une porte d'entrée et une porte de sortie également. Parce que comme on l'a dit, nous sommes à 6 à 7 heures de vol du continent américain, du continent européen, mais c'est une porte d'entrée sur un marché de 400 millions d'habitants, le marché de la CEDEAO. Et c'est pourquoi nous avons besoin des investisseurs. Au-delà de ce que peuvent faire les nationaux, qui auront tout notre soutien, nous avons besoin des investisseurs étrangers. Mais ce dont nous avons besoin désormais, c'est de capitaux et de technologies. Ce n'est pas de prendre les matières brutes et de les exporter, de les sortir du pays. Nous avons besoin de capitaux, nous avons besoin de technologies pour pouvoir transformer localement, distribuer dans le marché africain, mais pouvoir distribuer également à travers le monde. Toutes ces réformes sont importantes, nous y travaillons. La stabilité sociale dont a parlé tout à l'heure le représentant du patronat, ça a été un chantier que nous avons pris sur nous et sur commande du président de la République, ce qui a abouti à la signature le 1er mai du pacte de stabilité sociale. Nous allons, dans la transparence, avec nos partenaires, continuer à travailler à renforcer cette stabilité. Le Sénégal est un pays démocratique, où les opinions s'expriment, où les droits et libertés s'expriment également. Et parmi ces libertés, il y a la liberté syndicale, qui fait que nous devons beaucoup travailler avec les partenaires pour asseoir cette stabilité. J'ai parlé de la stabilité politique. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un besoin, ce n'est pas une urgence, mais c'est justement quand ça se présente sous cette forme qu'il faut prendre les devants pour réunir tous les acteurs et anticiper sur éventuellement les problèmes futurs. Et l'un des derniers défis que je veux soulever ici, qui est un défi extrêmement important, je le dis et je le redis. En tout cas, moi, en tant que Premier ministre du Sénégal, l'un de mes principaux combats, pour ne pas dire le principal, c'est le défi énergétique.
Personne ne peut développer sérieusement et durablement un pays s'il ne gagne pas le pari énergétique. Et aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour que le Sénégal puisse gagner ce pari énergétique. L'énergie coûte cher au Sénégal, elle n'est pas disponible et ça pose problème. Comment pouvez-vous industrialiser sérieusement un pays si vous ne gérez pas cette question? Je me suis amusé hier à demander un petit travail un travail comparatif sur les coûts de l'énergie et vous verrez que selon les segments, nous sommes troisième le plus cher, ou deuxième le plus cher, ou quatrième le plus cher, en fonction des offres. Sur la haute tension, qui doit intéresser nos industriels, les cimenteries, en tout cas les industries lourdes, nous sommes le troisième pays le plus cher sur le barème que j'ai fait établir. Il n'y a que l'Allemagne qui est à 131 francs et le Japon qui est à 104 francs qui nous devance. Le Sénégal est à 91,84 francs. Là où des pays à côté, comme la Côte d'Ivoire, sont à 72. Évidemment, le choix est vite fait pour les investisseurs si on ne règle pas cette question d'aller voir ailleurs. Mais vous voyez que des pays comme le Qatar, qui est à 13 francs, l'Arabie Saoudite à 16 francs, l'Algérie à 16 francs, la Chine à 45 francs et les États-Unis à 52 francs. Quelle est la différence? C'est que ces pays-là ont des ressources naturelles dont ils se servent d'abord pour leur propre consommation avant d'exporter. Et nous avons fait le choix contraire. C'est pourquoi l'une des batailles sur lesquelles nous comptons sur tout le peuple sénégalais, secteur privé, syndicats, citoyens lambda, c'est celui de la réappropriation de nos ressources naturelles. Le Côte d'Ivoire utilise le gaz qu'il produit. La Côte d'Ivoire, du moins, utilise le gaz qu'elle produit. Tous les pays que j'ai cités utilisent le gaz et le pétrole qu'ils produisent chez eux. Nous, au Sénégal, le régime précédent avait fait l'option de laisser liquéfier et exporter le gaz que nous devons produire. Alors que nous en avons besoin pour casser complètement, évidemment dans un mix énergétique où nous comptons également sur les énergies renouvelables, mais qui ne peuvent, à mon avis, dépasser les 30% de production. Où est-ce que vous allez trouver les 70%? Or, l'énergie la plus accessible et la moins polluante pour les énergies fossiles, c'est le gaz dont nous disposons aujourd'hui à GTA, avec la possibilité maintenant de faire des extensions Yakar Teranga, qui a une capacité beaucoup plus importante. 33 MFCF, c'est très peu, ça suffit juste à alimenter une centrale, c'est-à-dire celle de Ndal Énergie. On a besoin d'implémenter une quinzaine ou une vingtaine de centrales de 300 MW pour atteindre notre objectif de 10 000 MW à l'horizon 2050. Et ça passera par une réappropriation de nos ressources naturelles et singulièrement du gaz naturel. Nous sommes sur ce travail-là et j'ai pu vous assurer que, par la grâce de Dieu, nous aurons les résultats attendus par le peuple sénégalais, sans pour autant que cela induise une rupture avec nos partenaires qui ont effectivement beaucoup investi dans ce secteur et qui méritent de pouvoir bénéficier de leur investissement. Et tout ce que nous faisons, j'ai beaucoup insisté sur Sénégal porte d'entrée et porte de sortie, et c'est pourquoi nous continuons à réaffirmer notre vision panafricaniste, sous-régionaliste. Nous travaillons à renforcer les partenariats. Au moment où je vous parle, son Excellence le Président de la République est en Guinée-Bissau. Pour renforcer ce partenariat-là, et moi-même, dans 2 jours, j'entamerai un périple en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone et en Guinée-Conakry, parce que imaginez ce qu'on peut faire avec le gaz sénégalais, couplé à la bauxite de Guinée, ou offert de la Sierra Leone, mais c'est extraordinaire ce qu'on peut faire. Voilà les sources de développement sur lesquelles nous devons travailler.
Et il nous faut travailler avec ses voisins, avec tous les pays de la sous-région, au-delà des clivages politiques, qui, à mon avis, restent cantonnés à des constellations politiques. Nos peuples sont condamnés à travailler ensemble, à coopérer, parce qu'aucun développement sérieux et durable ne peut se faire de manière isolée pour chacun d'entre nous. Voilà une brève déclinaison de notre vision de ce que doit être le Sénégal et ce qu'on attend du secteur privé. Nous attendons de ce secteur privé, national comme étranger. Le Sénégal est un pays d'ouverture, est un pays de tolérance, où il fait du bon vivre pour tout le monde. Ceux qui viennent pour représenter leur pays, certes, souvent s'y plaisent tellement qu'ils finissent par s'installer, pour certains. Et ce pays-là va continuer à être ce qu'il est, parce que c'est un héritage de nos pères et de nos grands-pères. Nous pouvons faire autrement. Il faut juste en faire un pays où il fait mieux vivre encore, parce qu'un pays sur les rampes du développement, un pays qui